Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Capet pour une émission masterclass où je serai tout seul ce soir exceptionnellement. Mais vous inquiétez pas, en l'espace d'une semaine, je suis devenu trader professionnel, donc je vais pouvoir remplacer Picsou. Non, je plaisante bien sûr, mais on fera quand même un point sur BTC, ETH contre BTC et sur les Alpes bien entendu. On a eu pas mal de bonnes nouvelles, donc là-dessus ça fait extrêmement plaisir. On va avoir des infos sur différents airdrops dans cette émission. On en a 4 exactement. Pour les citer, on a des nouvelles du jeton Starknet et de son airdrop. Même chose pour Pit Network qui est une solution Oracle. Et Layer 0 qui est une solution d'interopérabilité multi-chain. Mais on a un petit quatrième qui s'est rajouté pendant que je notais des trucs pour cette émission. Je vais citer cette fois Cryptonaut, nos confrères. Pendant le Solana Breakpoint qui s'est passé cette semaine, du coup, on a appris l'existence d'un airdrop sur Jupiter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jupiter, c'est un agrégateur de DEX sur Solana qui est super d'ailleurs, hein, qui permet généralement d'économiser sur les frais de swap, que j'ai déjà utilisé. Et eux aussi vont lancer un jeton. Alors on n'a pas de date pour l'airdrop, on sait juste que voilà, il y a eu 1 million de wallets quasiment qui ont été utilisés. On ne sait pas s'ils seront tous sélectionnés, bien entendu. Bref, 4 airdrops, donc on va regarder tout ça. Du mouvement sur les alts, comme je vous disais plus tôt. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment de tout hein, dans ce mouvement. On a du Layer 1, on a du Gaming Web 3, plein d'alt par-ci par-là, donc ça fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas dans le chat. Hop, je vais baisser un petit peu mon micro. J'espère que ça va. Bon, on a aussi des nouvelles d'IO.net, on me dit dans le chat, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté plus que ça, parce qu'on a des nouvelles sans avoir des nouvelles, en fait. Hein. En gros, on nous dit qu'on a une bêta qui va se lancer, mais au niveau des communications, ça n'a pas beaucoup bougé. On nous dit qu'il y aura quelques GPU qui seront mis à disposition. On sait aussi que Render Network va faire une rotation d'Ethereum à Solana, je crois, pour son jeton, que l'écosystème de Render évolue. À l'inverse, l'écosystème d'Akash.net baisse. Donc, bon, il semblerait que Render est en train de tout liquider. On dit aussi dans le chat, TAO qui explose. Alors ça, c'est un petit peu les chouchous, c'est un petit peu le chouchou de tout le monde parce que c'est un projet lié à l'intelligence artificielle. Nouvelle ATH, on passe la barre des 100 $, donc 3 digits pour le TAO. Il y en a qui le voient à 4, à 5. Faites gaffe avec ça. Sur l'euphorie, sur les réseaux sociaux, ça va très très vite. On est quand même sur une capitalisation de 600 millions après dilution. Ça peut continuer de monter, mais comme dirait Picsou, moi j'achète pas vertical, j'achète horizontal. Le pump, il est tout frais. Hein. Donc gaffe au FOMO simplement. Je me permets aussi également de vous parler de ce qui se passe sur ma chaîne personnelle Capet Crypto. Donc j'essaie de vous sortir des contenus sur un petit peu tout. On a analysé donc des tokens gaming, on a analysé des tokens pour les différents DEX concurrents de DYDX et GMX. Je pense à Hyperliquid, Apex Pro, ELX, HMX et j'en passe. J'ai aussi regardé rapidement les tokens d'intelligence artificielle, mais je ferai d'autres analyses à ce niveau-là. Donc j'essaie de vous proposer de la variété sur ma chaîne. Je vous mets ça dans le chat. Comme je suis un grand dictateur, je vais également me connecter au Twitter de Coin Academy pour retweeter mon live, histoire qu'on soit un petit peu plus de fous. Hop, et je vous mets dans le chat le lien. Comme ça, si vous voulez relayer le tweet sur vos réseaux pour donner un petit peu de force, eh bien, n'hésitez pas en tout cas. Au niveau de mes paramètres de stream, j'ai pas regardé ce qu'il en était. Ok, bah tout est réglé parfaitement. C'est cool. Bon, je vous propose d'attaquer direct sur l'actualité avec ces différents airdrops parce qu'il y a pas mal de choses. Non, pas Picsou, il est... Ouais, on va dire malade, il est pas track, donc il préférait ne pas venir ce soir, mais il sera là pour la prochaine émission, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas le sujet du soir, les jeux Web3, mais il y a un jeu à fort potentiel par les créateurs de Stepen, Find Satoshi Labs. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Bah, je regarde juste, on en profite. Je suis pas du tout au courant, donc je vais l'ajouter déjà à ma liste des projets à suivre. Voilà, je vais lâcher un follow. Je ne te donne pas d'avis puisque bah, pour le moment j'ai pas dig, on va juste regarder le site rapidement quand même. Web3 Product, on a des stats, ça je sais pas ce que c'est d'or, mais on dirait que c'est la boîte qui est derrière Stepen et d'autres projets. Donc peut-être regarder les différents projets qui sont proposés ici, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est intéressant. Multi-chain DEX, ok. Un autre truc pour les NFT, et ça c'est un jeu, un réseau social, ok, très bien. Bah, il faudrait prendre le temps de regarder ces projets. Je vous le laisse en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube et on va attaquer par l'actualité. On regardera les alts ensemble. Je vois que vous me demandez des avis sur plusieurs trucs. Alors, il faut savoir quelque chose, et c'est pas méchant quand je dis ça, bien au contraire. Quand les gens arrivent dans un chat crypto et demandent un avis sur tel ou tel ou tel jeton, c'est que déjà, les gens, ils ont envie de spéculer.
Et ça, c'est un signe de force. Alors, qu'est-ce qu'il faut traduire de ce signe de force? Si on regarde au global, bah on voit que Bitcoin, il a pas bougé, mais il a bougé plutôt positivement. Donc s'il fait une clôture dans le vert, c'est plutôt bon signe. Ethereum, en revanche, a un petit peu mieux bougé. C'est ce qu'on peut voir ici. Alors le rebond est extrêmement léger, hein. C'est pas un signe de force de fou. Mais si on continue d'avoir de la force sur ETH contre BTC, peut-être qu'on va se retrouver avec de la force sur les alts qui surperformeraient Bitcoin plutôt que prévu. Je rappelle les propos de Picsou qui étaient là la semaine dernière pour nous dire... Selon lui, il est très probable que Bitcoin continue de prendre de la dominance. Donc ça veut dire que les alts pourraient prendre de la valeur, mais sous-performeraient au global Bitcoin. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Il peut avoir raison parce qu'il y a la narrative ETF plus la narrative Bitcoin halving qui arrive. Mais moi, je sens que les gens ont de plus en plus envie d'aller spéculer sur des altcoins de moyenne et petite capitalisation. Je suis des gens qui spéculent sur des low cap. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu autant d'engouement sur des low cap, la shitcoinerie est de retour, et ça, dans un sens, d'un point de vue spéculateur, c'est intéressant. Maintenant, voilà, je suis sur le Media Coin Academy, donc je dois vous faire un rappel. Les low cap, c'est très peu liquide, donc si ça monte très fort, ça baisse très fort. Ça peut faire très mal au portefeuille. Donc si l'envie vous prend de vous exposer à des actifs différents de Bitcoin et Ethereum, allez-y mollo, parce qu'il y a beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre. Donc vraiment, mettez des pourcentages ridicules, répartissez... bien vos billes, évitez les all-in, quelles que soient vos convictions, parce qu'il y a trop à perdre. On me demande dans le chat de regarder Neon, Neon Labs, qui est le jeton qui permet de servir d'interface entre l'écosystème Ethereum et Solana. Alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'effectivement c'est intéressant. On a eu un pump récent. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Neon a fait un marketing pendant le Solana Breakpoint qui s'est passé cette semaine. Il faut savoir que la proposition de valeur de Neon de base, c'était quoi? C'était de proposer justement de l'EVM sur Solana. Donc ils ont bossé très longtemps sur ce projet-là, ils ont leur propre jeton. Sachez que depuis quelques temps, Solana gère plus ou moins l'EVM nativement. Ils ont fait un espèce d'émulateur EVM vers Solana. Donc Neon n'a pas un monopole sur ça. Il se peut qu'il le fasse mieux que l'intégration native de Solana, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. De plus, Solana n'est pas... Solana n'est pas connu pour faire de l'EVM. Solana est connu pour justement proposer des alternatives et des projets différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur l'écosystème Ethereum. Donc voilà, là c'est un bet un peu risqué, mais à considérer peut-être pour ceux qui dictent plus que moi ce projet-là. Ça me fait plaisir que vous soyez très actifs dans le chat en tout cas. Tu comptes faire une vidéo ou un article sur des small, mid-cap intéressantes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est de l'incitation à l'investissement, donc il faut que je fasse attention avec ça, tu sais. Mais faire des analyses, oui, il n'y a pas de souci, c'est ce que je fais d'habitude. Hein. Merci Guess pour le sub. Quel courtier pour mettre 50 €? Bah, je pense que Binance le permet. Hein. Entre autres, hein, Binance, Bitpanda, Kepsan, AKT aussi, qui commence à développer son offre progressivement, même si ça reste très léger, mais ils vont intégrer la carte bancaire sous peu. Je vous invite quand même à faire du paiement en virement bancaire. Bon, on a un gros programme du coup, hein, comme vous pouvez le voir, des questions très intéressantes dans le chat, je les reprends juste après, je vais juste commencer sur mes actualités, c'est parti. Donc au niveau des actualités, on commence avec Starknet qui distribuera 5 millions de jetons Stark au premier contributeur de l'écosystème. Donc on parle ici d'une distribution de 0,5% de son supply total, puisque le supply total est compté à 10 milliards de jetons. Donc attendez-vous à un prix unitaire du Stark qui soit inférieur à 1 $ au lancement. On a eu plus d'infos sur la tokenomique de Starknet d'ailleurs. Donc il faut savoir qu'en grattant un petit peu sur Internet, on a toutes les informations qu'il nous faut. Bon, déjà, on a une répartition comme on les aime bien, clin d'œil. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup Starknet, mais c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas sur un modèle de décentralisation absolue. Ça peut être critiqué, ça va être critiqué. Hein, voilà, donc 17% pour les investisseurs, 33% pour les contributeurs, et Dieu sait qu'il y en a. Et ensuite, on a une grosse moitié qui va être distribuée par la fondation. Parce que Starkware est une entreprise, mais il y a aussi la Starknet Foundation, qui est une association à but non lucratif, je crois. Il faudrait d'ailleurs que je les interviewe depuis le temps que j'en parle. Voilà, donc plusieurs donations. On les détaille dans l'article que je vous laisse en description, c'est-à-dire le Coin Hebdo. Je vous laisse aussi le lien dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'on en aura un bout pour la commu, en sachant que c'est pour la commu qui était là vraiment au début. Donc avant le 1er juin 2022. Donc tous ceux qui se sont amusés à farmer avant, saignez. Des remboursements communautaires. Alors ça c'est intéressant. L'idée c'est que s'il y a des gens qui font une rotation d'Ethereum, donc le Layer 1 à Starknet,
eh bien Starknet peut s'engager, dans certains cas, à rembourser cette rotation pour que des écosystèmes qui étaient build sur Solidity le fassent sur Kero. De la subvention, de la réserve stratégique, des dons, donc dons à des ONG, des universités, etc. C'est intéressant pour financer de la recherche. Ça colle bien aux personnages d'ailleurs. Les gens qui sont derrière Starkware, c'est des gens qui sont plutôt du monde académique, donc c'est sympa. Et on a 8,1% qui ne sont pas attribués, donc c'est quelque chose qui se fera plus tard. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans ces nouvelles, voilà, c'est qu'on a le supply de jetons, on a la répartition des jetons. Pour ce qui est de l'airdrop de 50 millions dont je vous parlais juste avant, eh bien on a une candidature ouverte jusqu'au 19 novembre. Donc là, ça va vraiment être pour les builders, hein, pas les gros farmers, vraiment les gens qui ont développé. Et on aura un résultat de toutes ces candidatures le 29 décembre. Pardon. Donc il va y avoir une review de la part des équipes pour savoir qui est éligible ou qui ne l'est pas, pour éviter qu'il y ait des gens qui essaient de ramasser la caisse. Et la distribution se fera par la suite. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les jetons ne seront pas tradables avant le 15 avril 2024. Alors, on nous dit pas la date officielle du mainnet, c'est le 15 avril, mais là, on le laisse sous-entendre plus ou moins. Donc, si ça bouge pas, on pourrait voir un jeton Starknet pour le 15 avril 2024. Et si je viens d'y penser maintenant, j'y ai pas pensé avant, halving Bitcoin, Coin Academy, ça m'a l'air d'être relativement timé avec le halving, hein, à quelques jours près. Hein. Donc peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Un avis sur le jeu Mecha Chain, j'ai pas regardé, donc pas d'avis. Trop tard pour farmer l'airdrop Starknet. Pour moi, oui, c'est mort. Combien seront libérés le 15 avril? J'ai pas cette info. J'ai pas cette info et je pense pas qu'elle soit encore disponible justement pour ce qui est de la libération des jetons. Par contre, pour les autres jetons que je vous présente juste après, j'ai les infos. Donc bref, voilà pour Starknet. Tous les liens utiles sont dans l'article que je vous ai laissé en description. Ensuite, je vais faire une petite parenthèse sur Valve, qui est l'entreprise derrière Counter-Strike 2, qui est une entreprise qui appartient à Steam. Hein. Ils ont fait une communication pour dire qu'ils n'avaient pas prévu d'intégrer les NFT. Donc ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais c'est très probable que ça n'arrivera jamais. C'est une réponse politique. Moi, je joue beaucoup à Counter-Strike 2, c'est un jeu que j'adore. C'est un des jeux e-sport les plus joués aujourd'hui. Plus d'1 million de joueurs en simultané. Donc c'est quand même un cas très intéressant. Et la réponse, elle est politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que la majorité des gamers n'aiment pas les NFT, n'en voient pas l'utilité. Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être que ça changera par la suite. En tout cas, le concurrent de Steam, Epic Games, lui... alors attendez, Epic Games Blockchain... Le concurrent Epic Games, lui, il n'a pas attendu. Hein. Les jeux Web3 ne font que se rajouter à leur plateforme. Tous ces jeux-là proposent des jetons différents, là où Steam choisit de ne pas autoriser les jeux avec jetons. En tout cas, la tokenisation. Ensuite, ouais, plein de jeux qui vont sortir d'ailleurs courant novembre, notamment. Je pense à Phantom Galaxy, Metalcore qui est déjà disponible en Early Access que j'ai testé, qui est franchement bon. Shrapnel pour décembre 2023. Merci Thomas pour le sub. Bref, des moves qui sont vraiment différents. Après, est-ce que le fait d'intégrer des NFT à Counter-Strike rajouterait des joueurs à Counter-Strike aujourd'hui? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que Valve a plus à y perdre qu'à y gagner pour le moment, donc ils vont rester sur cette décision-là, et puis peut-être que plus tard la demande va grandir et que ça va changer. Du côté de Riot Games, donc League of Legends, Valorant, je m'attends à la même chose, voire pire d'ailleurs, parce que Riot cherche à être plus blanc que blanc à chaque fois. Donc il y a un move à jouer de la part des autres studios de jeux vidéo. Mais ce ne sera pas ces deux plus grands en tout cas. Maintenant, on va s'intéresser à l'airdrop de Pit Network. Alors Pit Network, on en a parlé plusieurs fois sur Coin Academy. On a des superbes articles sur le sujet d'ailleurs. Pit, c'est un gros concurrent de Chainlink dans le monde des oracles, qui est peut-être plus sécurisé. Après, moi, n'étant pas développeur, je ne permettrai pas d'affirmer que c'est plus sécurisé, mais en tout cas, ils ont certaines propositions de valeur qui font que ils ont leur marché à eux, leur partenariat à eux. Donc, très gros concurrent de Chainlink. Et il y a un airdrop qui a été annoncé. On parle de 75 000 wallets éligibles, 600 millions de jetons Pit, sur un total de 10 milliards, comme Starknet d'ailleurs. Quelle est cette nouvelle volonté de taper du 10 milliards? Très probablement pour avoir des jetons en dessous d'$1 au lancement, pour avoir le sentiment que c'est pas cher pour créer du volume. On verra. L'offre en circulation au lancement de Pit sera de 15% et les jetons se débloqueront au bout de 6 mois, puis 1 an et demi, puis 2 ans et demi. Donc c'est ce qu'on peut voir juste ici. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de la part de Pit, c'est d'avoir vraiment clarifié tout au niveau de comment vont se débloquer les jetons dans le temps. C'est-à-dire que Pit ne nous dit pas encore quand est-ce que son mainnet, enfin quand est-ce que son jeton va sortir, parce que le mainnet il est déjà dispo sur la Pit Chain, mais on sait exactement comment ça va se passer. Ensuite, pour les intéressés, sachez que vous pouvez regarder si votre wallet est éligible à cet airdrop
hein. Donc encore une fois, on parle de 75 000 wallets, donc ça peut valoir le coup. Je vous invite du coup à regarder le lien que je vais vous laisser en description. Alors comment ça se passe? On vous demande dans un premier temps de dire sur quel écosystème vous avez été actif. Je sais même pas si c'est important de le faire parce qu'après de toute façon vous avez le même formulaire pour tout le monde. Mais moi en l'occurrence j'ai été actif sur du Solana et sur l'Ethereum Virtual Machine et sur Osmosis. Pas sur le Discord cependant, mais rappelez-vous on vous a fait un article sur Pit Network et on vous disait justement que potentiellement il y a un airdrop qui devait arriver. C'est le cas du coup. Ensuite, une fois que vous avez Proceed, ça va vous mettre en avant les wallets à connecter. Moi, personnellement, j'ai déjà cherché à connecter plusieurs wallets. J'ai aucun wallet éligible. Mais vous pouvez essayer. Je pense que c'est vraiment les gens qui ont beaucoup utilisé les DeFi qui vont être éligibles. Je ne sais pas s'ils vont beaucoup manger sur ces airdrops, mais il y a moyen qu'ils mangent un bon coup. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. J'ai jamais stake d'Osmo. Moi, j'avais stake que du Juno à l'époque et du XKI. J'ai pas fait beaucoup de DeFi ni de NFT sur mes wallets en général. Et côté Solana, bah, j'avais fait un peu de swap sur Jupiter, etc. Mais je suis pas éligible, donc voilà. Mais vérifiez de votre côté. Voilà, donc gros airdrop pour un gros projet. On a quelqu'un dans le chat qui a le droit à pas mal de jetons. Je pense que toi, frérot, tu vas bien manger et je te le souhaite. Ensuite, distribution. Donc ça, pardon, on en a parlé. Maintenant, on a un autre airdrop, c'est sur Layer 0. Mais avant que j'en parle, je vais lire un petit peu les messages dans le chat parce que j'ai l'air d'avoir des messages intéressants. En toute objectivité, est-ce que Chainlink n'a pas déjà détruit le game avec son système de price feed? Pas forcément. Après, Chainlink a une position assez dominante hein, dans le game, mais pour autant, je pense que la concurrence a le droit d'exister et Pit est un bon concurrent. Les autres solutions, j'en entends moins parler, mais Pit, ils sont centrales à beaucoup de Layer 1 aujourd'hui. Hein. Ils sont centraux, peut-être. Voilà, bref, Layer 0 sur le point de lancer son airdrop. Alors, on a moins d'infos sur Layer 0, notamment, j'ai essayé de trouver la tokenomics, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si vous tapez Layer 0 tokenomics, regardez bien, ne vous faites pas avoir, vous avez plusieurs sites. Et on a un article Medium là. Déjà, l'article Medium a une faute d'orthographe à information. Le arrobas, c'est Layer 0 Team. On n'a pas de nouvelles, à part quelques articles qui sont passés entre avril et mai. Ça ne semble pas être le médium officiel. Donc, comme ça n'a pas l'air d'être le médium officiel, faites gaffe. Moi, je pense que c'est du flan. On nous parle aussi d'une initial dex offering. Je pense que c'est du vent. Donc, ne le prenez pas en considération. Cependant, voilà, Layer 0 aujourd'hui, c'est un protocole qui permet de l'interopérabilité. Ses concurrents, pour les citer, c'est Axelar et Hyperlane. Layer 0 est un gros chouchou parce qu'ils ont levé 263 millions et ils sont valorisés à 3 milliards. Alors, on ne parle pas des jetons, hein. Là, hein, on parle vraiment de l'equity hein, de Layer 0, je crois. Alors après, il y a peut-être des jetons dans le lot, hein, mais on n'a pas de tokenomics, on ne sait pas exactement comment les jetons vont être répartis. La seule information qu'on a finalement, c'est qu'ils ont pris un certificat SSL pour leur site, et du coup, on spécule sur le fait qu'il y avoir un airdrop. Et du coup, Hyperliquid a un concurrent DYDX, qui a un DEX multi-chain, je crois. Il propose un produit dérivé, où vous pouvez spéculer sur le prix futur du jeton pas ALE0, n'importe quoi, lapsus, Layer 0. Et on voit que ce prix théorique a bien augmenté. Le truc, c'est que là, c'est pareil. Étant donné qu'on ne sait pas quelle est la tokenomics, combien il y aura de jetons, etc., à part des gens extra early qui ont des infos qu'on n'a pas, je suis incapable de vous dire si ça va monter ou si ça va descendre, en fait. Hein. Voilà. Faites gaffe à vous faites pas avoir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bah, pour le coup, j'étais pas au courant de ce listing de Z0 alors qu'il est là depuis début octobre et que ça s'est accéléré récemment. On a fait un article dédié au sujet de Layer 0 d'ailleurs, hein, qui vous explique comment fonctionne cette technologie. Voilà, donc si vous voulez comparer Layer 0 et Axelar, vous pouvez. On n'a pas fait d'article encore sur Hyperlane parce qu'ils n'ont pas annoncé de jetons. Il y aura probablement un jeton, mais ils n'en ont pas avancé. Par contre, on a une interview sur Connect Levy d'Hyperlane. Je vous la laisserai donc dans la description. Pour que vous puissiez la regarder. Pour moi, Hyperlane, du fait que c'est beaucoup plus décentralisé par essence, a plus d'avenir que Layer 0. Pour autant, Layer 0 a un nombre incalculable de partenariats. Je sais pas s'ils mettent en avant les partenariats sur leur site. Si. Mais il y a vraiment du très lourd, quoi. Tous les plus gros invest, tous les plus gros Layer 1, il y a tout le monde, quoi. Donc, ils ont vraiment levé comme des porcs et forcément, c'est pas pour rien. Hein, c'est qu'ils ont l'intention de faire du lourd. Et je pense qu'ils se dépêchent potentiellement de faire leur airdrop aussi parce que là ça bouge tellement sur le marché qu'ils n'ont pas envie de se faire voler la vedette. Ensuite on a OpenSea qui licencie 50% de son personnel, donc on nous parle d'un OpenSea 2.0 pour la célèbre marketplace de NFT et voilà, ils avaient déjà supprimé 20% de leur effectif en juillet 2022, là ils en redégagent 50%,
Mais bon, les employés qui se font sortir ont un joli package avec 4 mois de salaire et d'autres avantages, histoire de pas se retrouver à poil. C'est juste qu'ils limitent les dépenses un maximum le temps que le marché des NFT reprenne en volume et qu'on puisse y voir plus clair. Toujours dans le marché des NFT, on a Yuga Labs et Magic Eden, donc, qui s'unissent pour lancer une marketplace NFT axée sur les droits des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuga Labs, c'est l'entreprise qui est derrière les Bored Ape Yacht Club, qui ont racheté la propriété intellectuelle des CryptoPunks, notamment. Ils ont lancé un métaverse qui n'est pas encore ouvert au grand public, mais qui risque d'être assez violent. Magic Eden, de son côté, c'est devenu très rapidement la marketplace NFT numéro 1 sur Solana. Ils ont écrasé absolument tout le monde, probablement avec des petites astuces type wash trading et tout, mais bon, c'est le jeu. Et aujourd'hui, ils sont multi-chain Magic Eden parce qu'ils font, on va aller sur leur site, ils font Solana, Polygon et Ethereum. Et justement, la problématique qui s'est imposée pendant ce bear market, c'est qu'il y a beaucoup de marketplaces qui ont cherché à sacrifier les fees pour les créateurs. Du coup, justement, ce partenariat, l'idée, c'est de proposer une marketplace où on assure aux créateurs 5 à 10% de frais à chaque transaction pour que les créateurs puissent bien manger après le mint. Donc, c'est cool. Sur ces analyses. Alors, dans le chat, on m'a dit c'est quel bridge Hyperlane? Hyperlane, c'est pas un bridge. Hyperlane, c'est un protocole, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens vont pouvoir aller intégrer à leur propre blockchain. Imaginons, moi, je crée la Capet Chain qui est basée sur la techno de Cosmos. Bah, je regarde s'il y a une chaîne qui a déjà été basée sur Cosmos. Je peux forker le code et intégrer ma chaîne. Et choisir si je suis intégré à tout l'écosystème Hyperlane ou si je suis intégré à seulement certaines chaînes. C'est moi qui choisis ma sécurité et mon interconnexion. C'est totalement permissionless. C'est ça la différence avec Axelar et Layer 0. C'est que Axelar et Layer 0, il faut aller les voir, faire un partenariat et ensuite leur demander d'intégrer ta chaîne. Tandis que là, tu vas te servir sur le GitHub de Hyperlane et c'est toi qui gères ton intégration. Donc, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Moi, par exemple, je suis investisseur sur Massa, qui est un Layer 1 en Proof of Stake qui aura bientôt son mainnet. Et eux, ils ont intégré Hyperlane. Donc, ils sont déjà interopérables avec tout le monde. Ils n'ont pas eu besoin de galérer. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont déjà fait des intégrations avec plein de projets. Normalement, ils le mettent en avant sur leur site. Si on scroll, voilà. Donc, tout ça, c'est de l'EVM. Hein. Regardez, on a Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, BNB Chain, Moonriver, Gnosis Chain, Celo, Astar. Donc tout ça, merde bon, on va mieux enregistrer. Tout ça c'est Ethereum. Ensuite on a, ça c'est Fuel Network dont on vous a parlé. C'est un truc un peu à part, une machine virtuelle un petit peu à part pour les performances sur un modèle UTXO. Mais voilà, eux, ils se sont intégrés. On a Eclipse qui est la machine virtuelle de Solana pour Celestia et pour d'autres écosystèmes. Ça c'est Circle. Ça c'est EigenLayer, donc EigenDA, hein, la blockchain. Celestia et Caldera. Donc, Astar, c'est sur Polkadot, tout à fait. Et Astar, sur Polkadot, c'est une chaîne EVM. On notera qu'il n'y a pas Cosmos là-dedans, mais Cosmos, ça va arriver. Bon, déjà, on a Celestia. Donc, en soi, le fait qu'on ait Celestia, on va avoir tout Cosmos qui va se rajouter. On devrait avoir aussi du Sui et du Aptos. J'ai tiré un peu les verres du nez du CEO d'Hyperlane et ça va se faire. Donc, en fait, personne va être mis sur le carreau. J'ai aussi fait une introduction à Tezos. Donc en fait, tout le monde peut s'intégrer. Et moi, j'aime beaucoup plus cette vision. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces protocoles, ils ont des systèmes de relais d'information. C'est notamment le cas d'Hyperlane. Donc, si jamais vous êtes un profil technique, et si jamais ils vont faire un jeton, et je pense qu'il y aura un jeton, vous pouvez prendre le temps de monter un relayeur sur Hyperlane, de relayer des messages, et d'être payé pour ça. Donc pour le moment, vous n'êtes pas payé en jeton Hyperlane parce que vous allez être payé justement en jeton des chaînes que vous allez connecter. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes un relayeur entre Ethereum et, je sais pas moi, Celestia. Bah, potentiellement, vous allez pouvoir être payé en Ether et en Celestia pour organiser ce travail. Et s'il y a un jeton qui se crée, je suis assez convaincu personnellement, j'ai pas d'infos, mais ça me semble logique, qu'il y aura un airdrop pour les relayeurs. Voilà. Donc tout ça, c'est expliqué dans la documentation disponible. Elle est superbe leur documentation d'ailleurs et c'est une équipe qui est hyper open, donc vous pouvez les tweeter, vous pouvez les voir sur leur Discord et avancer. Il n'y a effectivement pas Cardano ni Multiversix, mais tu vois, Hyperlane peut faire des intégrations d'eux-mêmes, mais Cardano peuvent taper dans la doc d'Hyperlane pour s'intégrer d'eux-mêmes et de même pour Multiversix. Ils n'ont pas besoin d'aller les voir. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et comment ça fonctionne? Bah, c'est expliqué si vous allez dans la description. Vous avez justement vous avez le CEO d'Hyperlane qui nous explique. On a des petits sous-titres automatisés, ça devrait faire l'affaire. Et il nous explique le système de le relayeur. Alors à chaque fois, c'est toujours le même modèle. Je suis en arrêt sur image. C'est que tu as une blockchain qui envoie un message. Ce message est enregistré dans ce qu'ils appellent une mailbox.
Autour de cette mailbox, vous avez plusieurs mécanismes de sécurité. C'est vous qui choisissez quelle sécurité vous mettez en place. Une fois que c'est considéré comme sécure, ça passe chez le relayeur, qui est un intermédiaire entre les deux blockchains. Et le relayeur va distribuer le message sur l'autre blockchain. Et c'est la même logique avec IBC en soi, hein, pour Cosmos. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une interview qui a beaucoup marché parce qu'elle est en anglais, mais toutes les informations que vous devez savoir sur Hyperlane, vous les avez dans notre interview vidéo. Hein. Donc voilà, si vous voulez vous noter ça, je vous mets ça dans le chat. Et dans la description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Voilà. Il y a le testnet d'incentivité d'Avail bientôt. Il y a un form pour s'enregistrer. Ah, alors attends. Avail DA. Voilà, on parle de ce projet-là. Bah là, c'est pareil. Hein. Quand on vous dit testnet incentivisé, ça veut dire que si vous êtes un profil technique... Excusez-moi, j'ai mon Google Chrome qui fait des caprices. Bref, je vous disais que si vous êtes un profil technique, vous pouvez farmer ces airdrops et croquer. Donc profitez-en. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie de la technique. Hein. On me demande dans le chat, ça ressemble à quoi une journée type de Capet? Alors généralement, moi le matin, je dors. Je suis pas du tout du matin, je veille assez tard et moi, il me faut mes 9 heures de sommeil. Donc je ne serai pas l'entrepreneur qui vous dit « Ouais, dormir, ça sert à rien, machin. » Moi, je suis un gros dormeur. Pour ça que j'ai pas de cerne. Pour ça que j'arrive à absorber les informations. C'est parce que moi, je dors beaucoup, donc j'ai une bonne mémoire et j'absorbe bien ce que je lis. Ensuite, bah, je vais regarder un peu les réseaux sociaux, mes messages WhatsApp, savoir sur quoi avancer. Et ensuite, je reprends ma to-do. J'ai une to-do avec mes trucs à faire avec des niveaux de priorité. Et j'essaie de dépiler ma to-do pour faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et ça, là-dessus, je tiens à noter que je dois beaucoup à CryptoPixel parce que c'est lui qui m'a mis à Notion, qui est un superbe logiciel sur PC et sur mobile pour gérer des projets. Et qui m'a aussi fait énormément évoluer dans ma façon de gérer ma to-do, sans le vouloir. Et du coup, je suis beaucoup plus productif comme ça. J'utilise Trello, mais Trello, c'est juste pour gérer les gestions de projet avec nos rédacteurs. Notion, c'est vraiment l'outil central. Hein. Quand je parle de Notion, je ne vais pas ouvrir mon Notion, mais je parle de ça, bien entendu. Logiciel de gestion de projet qui est gratuit, mais qui a aussi une version payante pour les équipes et qui vaut largement son budget. Voilà, Polygon Avail, un petit airdrop incentivisé qui nous attend, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des actualités, on a AAV qui a suspendu ses opérations. Donc apparemment, c'est tout frais, hein, cette information. Il y a eu un bug. Ce bug a été remonté par quelqu'un de l'extérieur. Donc dès qu'ils ont appris le bug, hop, ils ont bloqué pour que personne ne perde son argent. Là, ils sont en train de tester le bug. Ensuite, ils vont faire une proposition pour relancer rapidement le protocole. Donc le protocole n'est pas mort, le protocole va bien. C'est juste qu'avant que des gens perdent de l'argent, ils ont gelé le protocole. Enfin, une partie du protocole sur la V2, parce qu'il y a une partie de la V3 qui est toujours active. Pas sur toutes les blockchains cependant. Donc, affaire à suivre. On a Mark Zeller qui en a parlé justement. Il disait, en fait, on a deux choix. C'est soit on bloque tout de suite. Et voilà. Et puis après, on remet en place un process pour tout relancer. Soit, en fait, on laisse le truc se faire. Mais potentiellement, il y a plein de gens qui vont exploiter la faille. Il y a plein de gens qui vont perdre des sous. Donc, ils ont choisi de bloquer. C'est un choix. Et perso, je le respecte. Picsou a l'air d'être un gros bosseur. Picsou est un des plus gros bosseurs que je connaisse. Il fait beaucoup penser à mon ancien patron chez Youpass. Il fait partie de ces gens qui aiment bosser, qui prennent plaisir à bosser, qui entretiennent tout ce qu'ils font comme leur bébé. C'est mon cas aussi, mais moi je bosse beaucoup à la dopamine. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un dans la vie, tout petit à l'école, j'ai dit moi plus tard je ferai ce que je veux. Je serai dans les jeux vidéo, je ferai ce que je veux. Au final c'est un peu ce que je fais, tu vois, je suis sur YouTubeur, etc. Mais tu vois, je me force pas, hein. Je fais vraiment exactement ce que j'ai envie de faire. Je fuis comme la peste les trucs que j'aime pas faire. Quand il faut les faire, bon bah je les fais bien sûr, mais j'évite un maximum. Hein. J'évite un maximum. Là où Picsou, il a pas de souci à faire des trucs bien plus relous que moi je suis capable de faire pour que ça avance. C'est ça la différence entre nous deux. Il est plus bosseur, je pense, plus jeune aussi. À son âge, j'étais plus bosseur, mais je me suis tellement tué pour mon ancien taf, pour, entre parenthèses, aussi peu de résultats, puisqu'on a quitté la boîte, que ça m'a un peu saoulé. Donc je fais tout par plaisir sur Coin Academy, j'en fais un maximum, mais je m'empoisonne pas. C'est pour ça que je suis là tous les dimanches, parce que si je bossais à outrance, à m'en empoisonner, je sais que je suis du genre à péter un plomb d'un coup et répondre à personne pendant 4 jours, et après au bout de 4 jours on me dit ouais qu'est-ce que t'as fait, et moi je serais en mode bah j'ai envie de parler à personne, j'ai trop bossé, j'ai fait mon burn-out, donc j'ai pas du tout envie de faire ça. On me demande dans le chat si je suis heureux dans ma vie pro. Je suis parfaitement épanoui dans ma vie pro, j'ai donné 5 ans de ma vie au salariat, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais je suis beaucoup mieux à mon compte à gérer 3 chaînes YouTube, donc la chaîne Capet Gaming, la chaîne Capet Crypto, la chaîne Coin Academy, ce média. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà. Et ça, franchement, c'est d'une valeur inestimable. C'est-à-dire qu'avant, je gagnais beaucoup plus d'argent en fiat
que je pouvais investir, mais j'avais pas de vie, j'étais pas heureux parce que je voulais quitter mon taf, et maintenant que j'ai quitté mon taf, bah, j'ai plus de temps, je pourrais bosser plus pour gagner plus, mais j'ai pas envie de m'empoisonner la vie en fait. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre là-dedans? Ouais, on peut regarder un peu plus ces alts du coup. Non, il restait l'airdrop Jupiter. On va parler de l'airdrop Jupiter. Jupiter, pour le moment, on n'a pas d'infos sur la tokenomique. On sait juste qu'il y a un jeton de gouvernance qui arrive, qu'il y a beaucoup de monde qui a utilisé le projet. Ils ont fait un green paper où ils disent les différentes phases, et il est tout frais hein, celui-là aussi, hein, les différentes phases de l'airdrop. J'ai pas lu en fond et en comble, mais en tout cas il va y avoir plusieurs phases d'airdrop. Donc si vous voulez vraiment farmer l'airdrop, bah, n'hésitez pas à lire ce green paper. Hein. Franchement, faut y aller. T'es surtout devenu un gigafa, Chad, Sigma, Alma, Mail de Zing aussi. Non, en fait j'ai revu ma copie, Lali. Je refais une parenthèse, c'est la journée où je raconte ma vie, et puis on enchaîne sur la crypto. Hein. Donc si vous écoutez sur YouTube, zappez de quelques minutes, si ma vie ne vous intéresse pas. Pour ceux qui m'écoutent en live, moi dans ma vie, je suis quelqu'un qui fait tout ou rien, tu vois. Et il y a des trucs dans ma vie où je me suis dit, un jour, je bosserai dans le jeu vidéo, je l'ai fait. Un jour, je comprendrai mieux le piratage informatique et la sécurité, je l'ai fait. Un jour, je comprendrai Bitcoin. Ça, je me le suis dit à partir de l'année 2013-2014. J'ai fini par le faire. Un jour, je ferai de la musculation de manière réglo, où je prendrai soin de mon corps. C'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, il me reste un truc à faire, c'est monter mon studio de jeux vidéo. Et ça, je le ferai quand vraiment Coin Academy, ça marchera du feu de Dieu, qu'on pourra déléguer, automatiser, qu'on aura un business model qui tienne bien, de sorte à ce qu'on puisse se payer gracieusement, qu'on puisse payer des gens, qu'on soit pas dans des logiques où le cycle ça monte, on fait des trucs de fou, et puis après le cycle ça baisse, il faut liquider tout le monde, etc. Donc on a encore quelques années devant nous, mais ça me travaille. C'est pour ça que je reste toujours sur ces multicasquettes entre le gaming et la crypto, parce que tôt ou tard, je referai un focus gaming. J'abandonnerai jamais totalement la crypto, mais ma passion c'est le gaming. Voilà, précision faite. Ensuite, en parlant de gaming, du coup, on a Illuvium qui se reprend au niveau de son jeton. Alors c'est très intéressant, hein. Comme d'habitude, vous le savez, les jetons, ça fonctionne par paire et par catégorie. On a vu le jeton IMX d'ImmutableX qui a bien performé, voilà, avec un petit 14% aujourd'hui, 37% sur le mois. ImmutableX, c'est quoi? ImmutableX, c'est un layer 2. C'est même plusieurs layers 2, je crois. Dédié au gaming, donc au NFT, au play to earn, etc. À la base, ils ont fait leur propre layer 2 basé sur Ethereum, et je crois qu'ils ont fait un second layer 2 basé sur la technologie de Polygon, histoire de ne manquer de rien et de proposer plus d'outils aux créateurs. Donc c'est un gros layer pour le gaming, et pour le coup Illuvium, c'est intéressant parce que c'est un jeton qui n'a fait que fondre. On en a parlé dans plusieurs émissions. Moi, de tous les jeux intégrant de la crypto-monnaie, je trouve que Illuvium est de loin le meilleur. Et je vous le disais avant d'y avoir joué, et j'ai eu la chance, vendredi, d'avoir enfin accès à la bêta. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une micro-parenthèse sur Illuvium pour que vous puissiez voir le potentiel, et on continue ensuite l'émission, on va regarder un petit peu les performances sur les autres altcoins. Alors, je sors ma manette, mais on va pas jouer pendant 15 ans, hein, parce que je veux que vous voyez le poulet qu'on est en train de nous servir, parce que là, franchement, c'est une très bonne surprise. Et c'est une preuve qu'en levant des fonds et en cherchant à mettre de la crypto, on peut faire des trucs bien. L'autre fois, on avait fait Star Atlas. Et là, on va se faire Illuvium. Alors, comment ça s'est passé quand même? Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai coupé la musique, c'est fait exprès. Hein. J'étais en train de jouer à The Finals, qui est un jeu gratuit sur Steam. Et entre les temps de chargement, je tombe sur ce tweet. Et je dis, mais là, il balance des codes. J'ai pas cherché à comprendre, j'ouvre le lien. Donc à ce moment-là, j'y croyais pas, hein, mais bon. Donc qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc là, je suis déjà connecté, mais en gros, il vous demande de connecter un wallet Ethereum et ensuite de vous connecter avec l'ID ImmutableX, YoWandawa. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé, ce code marche pas, ce code marche pas, ce code-là, il est passé, j'étais refait. Et donc une fois que ça c'est bon, vous avez la possibilité en fait de télécharger la bêta. La bêta, elle inclut deux trucs, elle inclut Illuvium Overworld, qui est le monde, et Illuvium Arena, qui est une partie combat. Il y a aussi un truc qui s'appelle Illuvium Zero, qui est un jeu de gestion de ressources sur mobile, où vous pouvez fermer des ressources, et ces ressources, elles fonctionnent dans l'écosystème. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. On a déjà fait une analyse d'Illuvium sur Coin Academy, que je vous invite vraiment, pour le coup, à lire, parce que c'est écrit avec amour par moi-même. Je pense que c'est l'analyse francophone la plus complète que vous puissiez trouver au format article. Au format vidéo, je ne sais pas, mais au format article, c'est extrêmement complet. Donc je vais vous en parler très rapidement, mais en gros, vous avez plusieurs types de monstres, un peu comme des Pokémon, avec plusieurs types.
plusieurs évolutions. Et vous pouvez avoir des symbioses entre les monstres. Ce qui fait que si vous comprenez bien quel monstre va de pair avec quel monstre, vous pouvez leverage vraiment les capacités de votre équipe. Donc vous avez une partie open world, vous avez une partie combat, on aura bientôt un PVP qui va sortir, vous avez une partie jeu de gestion. Et tout ça avec un dex dédié, des landes dédiées et une économie autour du jeton. Donc vous avez 3 jetons qui sont utilisés pour Illévium, on en parle. Vous avez les terres qui servent plutôt à faire des achats, toutes sortes d'achats autour des différents cosmétiques et équipements dans le jeu. Vous avez ensuite Illuvium ILV qui est un jeton de gouvernance et le Staked Illuvium, donc vous pouvez staker votre jeton Illuvium pour toucher un rendement. Et ce jeton staké, vous pouvez le dépenser, il a aussi ses utilisés qui sont assez proches de l'éther. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec ce jeton. Moi je vous fais pas de conseils en investissement, moi je vous dis que le jeu me plaît. En termes de valuation après dilution, c'est quand même assez big. Donc faites gaffe, faites bien vos devoirs avant. C'est clair qu'il était plus intéressant de l'acheter au niveau des 40 $ que de l'acheter au top au-dessus des 1000 $, parce que là c'était complètement aberrant. Mais bon bref. Et on va lancer le jeu tout de suite, c'est parti. Aurori devient quoi? Bah il continue de build, ils ont montré un PVP hyper intéressant là, sur leur Twitter. Donc ouais, il y a une petite musique d'ambiance. Alors si jamais d'ailleurs vous avez accès à la bêta, que vous n'arrivez pas à vous connecter, j'étais obligé de faire presque un glitch pour arriver à me connecter. En gros, j'avais pas de mot de passe, j'avais qu'un email et un wallet. Donc j'ai dû aller sur le site, déconnecter mon wallet, définir un mot de passe. Dans la définition du mot de passe, ils m'ont dit indiquer votre ancien mot de passe et le nouveau. J'ai mis le même mot de passe dans ancien, nouveau et confirmer nouveau. J'ai mis 3 fois le même. On n'entend pas le son. Ok, je le monte un peu du coup. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, c'est très long. Et vous allez avoir un captcha qui lag à mort. Donc vous allez vous y reprendre à plusieurs fois, la première fois je pense avec le captcha. Voilà, cette fois je l'ai fait du premier coup. Mon mot de passe, ouais, c'est Azerty. Putain, tu l'as trouvé tout seul frérot. Voilà. Une fois connecté, on vous dit d'aller en mode combat direct ou d'aller dans l'open world. Moi je vais aller dans l'open world. Alors visuellement c'est très sexy. Ça va baver un petit peu parce que j'en vois pas assez de débit pour le stream. Mais 2 secondes. Ça fonctionne au clavier et à la manette. Vous pouvez pas changer les touches de la manette cependant. Mais elles sont bien bindées par défaut. Moi j'utilise une manette de play et vous êtes obligé d'avoir une manette d'Xbox pour que ça fonctionne. Donc j'émule une manette d'Xbox avec DS4 Windows. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, ça fonctionne avec la manette. Donc au niveau visuel, ça cartonne. Hein. Je vous fais un arrêt sur image. Franchement, c'est moderne de fou. C'est hyper joli. Ça tourne super bien. Au niveau des déplacements, donc vous avez de la course. Vous avez une barre d'énergie, vous allez pouvoir soit enchaîner plusieurs doubles sauts jusqu'à que la barre se vide. Donc je vais la laisser se vider. On me demande mes FPS, bah voilà, je te les affiche les FPS en haut à droite. Moi j'ai un très bon PC. Voilà, soit vous pouvez faire des... comment dire? Ouais, des dashs en fait. Hein. Alors, je la laisse se recharger 2 secondes. Hop, hop. Tu peux dasher à l'avant comme ça. Tu peux glisser comme ça aussi. Donc c'est à toi d'adapter tes déplacements. Mais ça se déplace vraiment bien à la manette, super fluide, rien à dire. Voilà. Là, le jeu il tourne en 4K actuellement sur mon PC. Donc quand vous arrivez sur ce petit monde, vous vous faites pas avoir parce qu'au début vous pouvez vous dire mais en fait il nous file une bêta, mais la bêta on peut rien faire. Alors c'est pas vrai. En fait c'est juste que dans cette partie de la map, vous avez plusieurs trucs à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité pour les flemmards de vous téléporter en direct. Hein. C'était juste histoire de vous montrer. Donc, d'ici, vous avez l'accès à des scoreboards, etc. Nous, on va s'intéresser à la partie inventaire. Voilà, donc en fait, vous avez la possibilité de farmer toutes sortes de ressources. Je vais vous montrer ça juste après. Et de les équiper sur votre personnage. Donc en fait, vous avez différents types de guns, différents types d'armures, etc. Pour le mode combat, vous avez aussi différents types de jetpacks. Je ne les ai pas encore développés. Donc il y a vraiment plein de contenu à débloquer. Avec différents types de tiers, comme dans les MMO qu'on connaît bien, hein, tiers 0, tiers 1, tiers 2, etc. Les shards, c'est les Pokéballs. En fait, vous avez différents types de shards. C'est un peu comme si je vous disais, t'as la Pokéball, t'as la Super Ball, t'as l'Hyperball, t'as les trucs pour les typos, etc. Sauf que là, en fait, tu vas avoir différents niveaux pour capturer différents tiers de monstres. Et plus tu montes dans les niveaux, plus tu vas avoir facilité à capturer les monstres. Vous avez des drones pour améliorer votre capacité de loot. Et vous avez la possibilité de fusionner vos illuviales. C'est-à-dire que si vous capturez 3 fois un même monstre, vous pouvez les fusionner pour faire un monstre plus gros. Donc il y a énormément de monstres, énormément de types, des skins, c'est vraiment de la frappe. Voilà, donc je vous propose d'aller dans la partie farming direct. Donc vous revenez au spawn de départ. Tu peux les gagner sans dépenser d'argent? Visiblement oui.
J'ai peur cependant que tout ce que tu débloques pendant la bêta, ça ne serve à rien, mais ça te permet de te faire la main pour la sortie du jeu final. Donc quand j'appuie sur échappe, vous pouvez voir en haut à droite que j'ai différentes ressources, dont ces petites ressources vertes, elles se rechargent toutes les 24 heures. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, là pour le moment, vous voyez, il y a différentes zones de la carte qui sont débloquables. Pour le moment, on peut aller dans 3 zones, plus celle où on est. Et vous pouvez voir sur le côté droit que vous avez différents types de stages. Le premier stage, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Les stages 1, 2, 3, ça vous demande de dépenser de cette énergie verte en fait. Et donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est que d'abord vous allez sur les stages 0 pour débloquer quelques trucs. Et après vous passez sur stage 1, etc. Donc là pour l'occasion, je vais vous montrer juste le stage 0 et je vais m'y téléporter. Donc une fois que vous vous téléportez dans ces zones, un peu long le temps de chargement, j'avoue. Bref, vous arrivez dans cette zone, on peut voir donc, je me pousse, ces ressources là, donc on peut voir une jauge d'énergie et une jauge de santé. Vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez, ça vous fait juste respawn au début de la zone, mais vous perdez pas de... Vous perdez pas d'actifs, vous baissez pas la vie de votre équipement, etc. Il n'y a pas de souci. Donc bref, vous vous baladez dans la zone. Alors moi, de ce que je comprends, c'est que plus on monte dans le tiers sur la zone, moins il y a de loot, et plus le loot est difficile à récupérer. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, là, le loot, il est juste à côté de moi, je me rapproche, j'ai la possibilité de scanner pour savoir ce qu'il y a de lootable, et j'ai la possibilité de loot. À chaque fois, les scans et le loot me consomment de l'énergie, c'est l'énergie que vous voyez, bah du coup, juste ici. Donc, je loot, ça baisse. Franchement, le concept est assez simple, hein. Une fois que vous avez plus d'énergie là sur les 5000, vous allez devoir en fait revenir à la base et vous retéléporter dans la zone pour recharger à 5000 d'énergie. Donc dans le loot, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que j'ai looté une shard. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir la dessiner. Ça, c'est les Pokéballs. En gros, ça, vous le farmez, après vous revenez à la base, vous allez crafter par-dessus, vous aurez une vraie Pokéball utilisable pour aller capturer des monstres. Voilà. Donc je vais pas passer 15 heures à loot. Où, effectivement, oui, j'ai un pistolet avec plusieurs possibilités de tir. Et donc pour la capture, il faut se rediriger vers ces petits trucs là qui se baladent en bleu, vous voyez en face de moi. Donc je vais me rapprocher d'une et on va capturer des monstres. Après j'arrêterai ma démo, parce que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais je pense que c'était intéressant de prendre le temps de vous le montrer. Donc vous pouvez le spam hein, pour l'immobiliser. Une fois que c'est spam, tu interagis. Tu peux scanner pour savoir les monstres qu'il y a dedans et les affronter. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur le jeu, ouais. Y a pas de souci. Mais là déjà, les grandes bases, je vais vous les expliquer. Donc là, il y a 3 monstres, vas-y, choisis d'y aller. Au début, quand vous commencez le jeu... Oula, attends, il est en train de la mettre à l'envers. C'est si fluide, c'est hyper fluide. Franchement, j'adore le travail qui a été fait. Il y aura une partie multijoueur, ouais, il y aura une partie PVP. Donc au début, tu as 2 monstres, moi j'en ai capturé plein. J'ai la possibilité d'en équiper jusqu'à 5 dans mon inventaire. Donc, vous voyez en haut, vous avez une jauge qui est à 147. À chaque fois que je pose un monstre, cette jauge, elle baisse. Plus cette jauge elle est grosse, plus vous avez de capacité de capture. Donc c'est à vous d'être assez intelligent. C'est-à-dire que si tous vos personnages sur l'arène meurent, vous ne pouvez pas les capturer. Donc il faut que vous gagniez le combat et que vous ayez assez d'énergie pour que ça paye. Donc je vais en mettre 4. Je vais reculer mon personnage et je vais lancer le combat. Donc après, une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus rien toucher ici. On n'a pas de date de prévu pour le jeu final, non. Et excusez-moi si la cam elle lag un petit peu. C'est parce que le jeu est très gourmand visiblement. Une fois que ça c'est bon, on passe à l'étape de capture. Donc là, je suis contre des monstres de tier 0, donc je peux les capturer avec n'importe quelle shard, n'importe quelle Pokéball. Si vous montez en tier, vous êtes obligé de crafter des meilleures Pokéballs, d'aller sur les caillasses, taper la caillasse, revenir à la base, crafter le truc pour l'améliorer, pour que ça devienne une vraie Pokéball, pour qu'elle devienne utilisable. Bref, capturons tout ça. Tu peux zoom sur les monstres de plus près. Je sais pas ça. Donc là, normalement, ça devrait être facile à capturer. Donc ça devrait passer. Mais des fois, la capture ne passe pas. Tu vois, là, elle passe pas du premier coup. Vous voyez que ça baisse mon énergie en haut, là. J'aime beaucoup l'univers qu'ils ont cherché à créer. Hein. On reprend des codes de Pokémon, mais on cherche pas à copier Pokémon pour autant. Hop, c'est capturé. Il y a un petit côté TFT aussi, ouais. Franchement, pour un jeu crypto, ça déboîte. Qu'on se le dise, hein, c'est de la frappe. Moi, je suis très très fan. Là, j'ai goulé toute mon énergie, donc ça me dit de baquer. C'est que sur PC pour le moment. Mais peut-être que ce sera porté sur d'autres écosystèmes ailleurs. Il faut avoir accès à la bêta pour y jouer. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à la bêta. Play Shrapnel, la bêta, l'Early Access, ça commencera en décembre. J'y jouerai, je vous le montrerai. Bref, je vais valider ma capture. Hop, je vais revenir à la base. C'est hyper fluide, c'est hyper visuel, j'adore. Franchement, je crois que ça tourne sur Unreal Engine 5, ouais. En tout cas, visuellement, ça a l'air. Hein. On valide là-dessus.
Et donc au niveau des graphismes pour les curieux, bon, bah, j'étais en 4K, j'ai bloqué à 144 FPS. Et j'ai pas tout mis en épique, mais pas mal de trucs en épique. Avec le DLSS d'activer. Enfin, jeu crypto qui a de la gueule. Je crois qu'on se rend pas compte du potentiel du truc. Mais moi, c'est pour ça que je crois à mort au gaming crypto. Hein. Je pense que ça a donné quelque chose, mais on a besoin de plus de Illuvium. Et Illuvium, ils ont beaucoup levé. Bon, au niveau des alts, on a beaucoup de manipulation de marché, on va pas se mentir. Hein. C'est beaucoup de manipulation de marché, mais moi, j'y vois une plutôt bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'appétence pour les altcoins. Voilà. Donc on a Multiversix qui a fait 37% aujourd'hui. Osmosis qui a pumpé cette semaine, qui a fait un pump de zinzin. Alors là, ça se voit pas trop. Mais si tu vas par exemple sur Binance, ça fait une poussée mon coco. Attention. Hein. Voilà, on voit la poussée, elle est montée jusqu'à 80 centimes. À mon avis, ils ont profité du fait qu'il n'y avait pas de volume, que les carnets d'ordre étaient vides, pour pouvoir faire un gros pump et faire de l'arbitrage, parce qu'il y avait pas mal d'arbitrage entre les différents exchanges. Et depuis, ça monte. Juno, j'avoue que j'ai pas regardé. Pour moi, Juno, j'avoue que c'est un petit peu à la poubelle, mais ouais, c'est pas fou quoi. Hein. Franchement, pas de quoi s'enthousiasmer. Alors c'est sûr, depuis le bottom, ceux qui ont eu les couilles à 12 centimes, bah GG à eux. Hein. Pas de quoi être comme un ouf. Pancake, pareil, pourquoi ça a pumpé probablement une manipulation, mais je crois pas qu'il y ait eu de news particulière. Wimix, c'est du gaming web 3, ça a bien pumpé. Je pense aussi à de la manipulation, mais j'ai pas creusé s'il y avait des news récentes ou quoi. Ça parle de staking, de Wimix 3.0, peut-être que c'est ça. Et Metabolix, du coup. Sushi, j'ai pas vu. 110%, tu dis? Ça a bien pris? Ouais, ça a bien pris. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il y a des alts qui rebondissent. Espérons que ça continue comme ça. Espérons que ça continue comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, parenthèse, on a XAI. Donc XAI qui est l'entreprise d'Elon Musk qui va lancer son modèle d'intelligence artificielle pour concurrencer les modèles de ChatGPT. L'idée, c'est d'avoir un modèle beaucoup plus sans filtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, il fait des réponses assez woke, des réponses qui ne créent pas de débat, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si tu commences à lui poser des questions sur des implications de politique ou autres personnalités dans des sectes, certaines religions, etc., il va te pousser sur le carreau. Hein. J'ai fait, par exemple, moi j'aime beaucoup la théorie du complot, donc je vais pas vous casser la tête avec ça pendant cette émission, mais tu vois, souvent quand tu regardes des vidéos théorie du complot, ce qu'ils adorent faire les mecs, c'est te mélanger du vrai avec du faux. Comme ça, une personne qui google sommairement, elle se dit, bah ça c'est vrai, donc ce qu'il dit là aussi c'est vrai, alors que potentiellement pas du tout. Et ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que il évite de faire des raccourcis, donc ça c'est plutôt bien. Mais par exemple, vu que c'est des modèles interpolés, on va dire, il va toujours te donner une réponse assez sommaire. Il va pas te comment dire, te dire oui effectivement, tu me parles de ça, j'ai retrouvé dans mes modèles des gens qui en parlaient. Il faut creuser les sources. Si de manière globale il y a un consensus pour dire blanc, il va te dire blanc. Il te dira pas gris, il te dira pas noir. Donc du coup, voilà. L'idée avec cette IA, c'est peut-être d'aller un peu plus dans la nuance, dans les réponses qui sont proposées. Maintenant, on verra. Hein. Ça, c'est la promesse qui est faite. Dans les faits, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT, tu vas avoir des réponses de gauche et XAI, tu vas avoir des réponses de droite. Et ensuite, tu vas avoir des modèles multi-AI qui vont synthétiser un peu les réponses des différentes AI pour avoir une synthèse un peu plus, on va dire, neutre. J'ai dit neutre, hein, j'ai pas dit centriste. Et ça va devenir intéressant. Donc si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe côté airdrop, vous le savez, hein, sur Coin Academy, vous avez Coin Academy airdrop, on essaie d'en parler un maximum. Ensuite, toujours dans les fondamentaux, on a des nouvelles. On sait que Cardano va s'intégrer à Polkadot, visiblement. Gros merci à Polka France d'ailleurs, qui relaie toutes les informations sur l'actualité Polkadot. Donc si Cardano arrive sur Polkadot, ça veut dire que Cardano arriverait sur du multi-chain, parce que Polkadot, par le biais de Composable Finance et Picasso, excusez-moi, s'intègre à plusieurs chaînes. On va du coup en parler sous peu. Donc ça, je me le note pour autre chose, parce que je ne l'ai pas fait. Ça, c'est de la note perso, excusez-moi, je mélange tout. Picasso, c'est quoi? Composable Finance, c'est quoi? Merci beaucoup Vince hein, pour ton sub, c'est super cool de ta part. Picasso, c'est l'équivalent de Composable Finance sur Kusama. Vous le savez, il y a une grosse blockchain nommée Polkadot qui a été créée par l'ancien CTO d'Ethereum. L'idée, c'est d'avoir un écosystème interopérable. Merci Chipster également pour le sub. Donc, l'idée, c'est d'avoir un Polkadot qui sert de layer 0 et d'avoir des parachains qui sont des layer 1 avec des écosystèmes différents. Et toute l'interconnexion se fait par le biais de Polkadot. Et dans ces parachains, eh bien, sur Polkadot, on a une parachain qui s'appelle Composable Finance. Et sur Kusama, qui est une chaîne secondaire liée à l'écosystème Polkadot, eh bien vous avez ce qu'on appelle Picasso. Donc en fait, Picasso, c'est la même chose que Composable, c'est juste que Composable est sur Polkadot et que Picasso est sur Kusama.
L'idée, c'est que quand tu veux faire des trucs un petit peu touchy techniquement, tu préfères les faire sur l'écosystème Kusama d'abord. Comme ça, en cas de bug, tu n'impactes que l'écosystème Kusama et tu n'impactes pas l'écosystème Polkadot. Donc, on est sur un modèle différent d'habitude où tu as un mainnet et un testnet. Là, le Kusama, c'est un mainnet en prod qui fonctionne sur la même base technique que Polkadot. Et à chaque fois qu'il y a des développements à faire sur Polkadot, ils sont d'abord poussés sur Kusama pour contrôler que ça se passe bien, puis ensuite déportés sur Polkadot. Voilà. Et donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs blockchains ultra rapides qui ne sont pas compatibles avec IBC, vous savez, le protocole qui permet de faire transiter de la valeur sur les différentes chaînes de l'écosystème Cosmos. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils proposent un modèle que je vais essayer de vous expliquer, où en fait tu as donc une chaîne 1, donc là ça pourrait être Solana par exemple, et une chaîne de réception. Donc la chaîne de réception, ce serait Cosmos. Donc, je vais mettre Atom. C'est très mal écrit. Et donc, Solana n'est pas compatible IBC. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une chaîne intermédiaire qu'ils appellent une blockchain invitée avec son propre lot de validateurs et son propre modèle de restaking. C'est-à-dire que tu pourrais mettre en jeu des jetons Sol ou des jetons Atom, peu importe. Et toi, sur cet écosystème intermédiaire, tu vas relayer les messages de la blockchain qui n'est pas compatible IBC à une blockchain qui est compatible IBC. Et ça fait que de facto, eh bien, les chaînes non compatibles IBC deviennent compatibles IBC. Donc c'est le cas de Solana, bientôt. Ils ont prévu d'ici la fin d'année 2023 de proposer IBC sur Solana avec ce modèle-là. Et ils pourront reporter ce modèle à des Layer 2 ou d'autres blockchains comme Tron, Near Protocol, etc. Donc on va se retrouver avec de plus en plus d'interopérabilité native ou plus ou moins native. Et ça va permettre d'avoir des applications DeFi multi-chain où tu vas pouvoir aller interroger des smart contracts sur plusieurs chaînes en même temps sans faire des bidouilles bizarres. Donc plutôt bullish sur l'interopérabilité pour le prochain bull run de mon côté. On a également un des cofondateurs de Osmosis qui est le DEX numéro 1 sur Cosmos, enfin peut-être plus numéro 1 maintenant qu'il y a DYDX, mais vous m'avez compris. Ils vont build le IP 1559 sur Osmosis. Alors le IP 1559, donc Moonbeam, oui Fabrice. Le IP 1559, c'est la mise à jour qui a été faite en août 2021, je crois, sur Ethereum pour burn une certaine portion des frais de transaction d'Ethereum pour rendre le jeton déflationniste. Et ben, ils veulent coder ça sur Osmosis. Donc c'est pas encore en place, il a dit on va le coder en 6 heures, dans les faits, non, il n'a pas du tout codé en 6 heures. Donc ça c'est du gros bullshit, mais en tout cas, ça arrive et ça va rendre le jeton Osmo peut-être un peu plus intéressant. On a également Vitalik qui a sorti un article de blog que j'ai pas lu de fond en comble où il classifie mieux les différents types de Layer 2. Donc à l'époque, on parlait de Layer 2, tout ce qui était annexe à un Layer 1. Donc ça pouvait être une sidechain, ça pouvait être un Layer 2 comme un roll-up ou autre. Ensuite, il y a eu une correction de la part de beaucoup de membres de l'écosystème pour dire non, les Layer 2 doivent forcément avoir leur sécurité basée sur un Layer 1. Donc ça veut dire qu'on dégage les sidechains. Donc la chaîne Proof of Stake Polygon n'est devenue ensuite plus un Layer 2. Et des blockchains type Stacks, vous savez, sur Bitcoin, vous avez Stacks par exemple, qui s'autoproclame Layer 2, bah, n'en est pas un parce que c'est une sidechain. Eh bien, Vitalik revient sur ses propos et propose différentes classifications de Layer 2. Donc c'est traduit en français très vulgairement, mais cumule ces roll-up. Vous avez donc des roll-up dont la sécurité est basée intégralement sur un Layer 1. Ce qu'il appelle les disconnected, c'est-à-dire des sidechains, ou des écosystèmes annexes comme Lightning Network par exemple. Et encore non. Lightning Network c'est encore à part parce que sa sécurité elle est quand même basée sur Layer 1 Bitcoin. Et ensuite vous avez des Validium où vous avez une partie on-chain et une partie off-chain. Voilà. Donc il explique tout ça en détail sur son blog pour les gens qui aiment vraiment la technique. Là il faut prendre le temps de se poser, de bien comprendre. Ça met quelques heures de lecture avant de se comprendre. J'ai pas pris le temps perso de passer quelques heures à comprendre, mais j'ai compris les grandes lignes, donc j'ai pris le temps de vous les expliquer. J'ai aussi un petit concours en perso qui se termine sous peu où il y a une PlayStation 5 à gagner pour les intéressés. Avec Decentrashop, on a fait un article sur le sujet sur Coin Academy. C'est un concurrent d'Amazon avec des paiements en crypto. Voilà, ce sera que du paiement en crypto, il n'y aura pas de paiement en fiat pour pouvoir acheter différents types d'objets, des consoles, etc. etc. J'ai vu qu'il y avait Cryptomatrix et HR en parallèle, c'est le jeu. Hein. De toute façon, moi je fais toujours l'émission à 19h, vous savez. Donc ça change pas. Toujours dans l'interopérabilité, eh bien, on a des nouvelles de Landslide Protocol, Landslide Network, qui va être un subnet d'Avalanche. Je vous en reparle pour ceux qui n'avaient pas suivi dans d'autres émissions. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de prendre le consensus de Avalanche, de faire un subnet sur Avalanche, c'est-à-dire un sous-réseau Avalanche avec un réseau de validateurs qui est sur le layer 0 principal Avalanche et sur ce subnet.
mais d'y intégrer des briques techniques de Cosmos, en l'occurrence le framework Thundermint. Donc on prend les bonnes choses d'Avalanche, on prend les bonnes choses de Cosmos, on fait sa petite mixture et on obtient un Landslide Network. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un subnet sur Avalanche, donc d'être interconnecté à tout l'écosystème Avalanche et d'être connecté à IBC en intégrant IBC sur ce subnet pour le rendre aussi compatible avec l'écosystème Cosmos. Donc une fois que ça va sortir, probablement pour 2024, eh bien, on va avoir une interopérabilité totale ou quasi totale entre les écosystèmes Avalanche et Cosmos. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Et pour le moment, eh bien, on a un testnet incentivisé qui est sorti le 1er novembre. Donc si vous êtes un profil technique, vous pouvez en profiter pour potentiellement croquer un airdrop peut-être ou autre chose à voir. Je ne sais pas si ce subnet aura son propre jeton, peut-être. Rapport sur l'IA, article d'Ipin, tout ça, je ne les ai pas lus. Donc je vais mettre ça ici. Il faudrait que je le passe. Et j'ai fait un trade perso sur l'écosystème Gaming Web 3. On vous l'a teasé la semaine dernière avec Léo. Et on a un énorme dossier sur le Gaming Web 3 qui arrive. Mais en attendant, j'ai fait un petit trade Twitter qui vous recommande différents jeux sur Ultra. Donc je parle des jeux qui sont disponibles sur Ultra, qui sont gratuits, comme Cross the Ages, Mars 4, Revenge, Undead Block. Je vous parle de jeux payants aussi. Et je vous parle de jeux à venir qui arrivent sur Ultra, donc Phantom Galaxy et Oxia normalement pour le mois de novembre. Mais je vous parle aussi de jeux qui ne sont pas sur Ultra, que j'aimerais voir, dont Shrapnel justement, qui est très attendu. Metalcore, que j'ai pu tester, que je vous testerai en live. Vraiment sympa. La première fois que j'avais lancé Metalcore, c'était tout buggé, j'aimais pas. J'ai retesté, franchement c'est sympa. Gros potentiel avec des véhicules, de la première personne, de la troisième personne pour tirer. Franchement c'est violent. Des drops, j'ai pas pu y jouer, les serveurs sont totalement vides. Mais c'est le Battle Royale de Dr Disrespect et Illuvium que je vous ai montré tout à l'heure du coup. Avec des images des différents jeux pour les intéresser. Ça c'est Cross the Ages, ça c'est Metalcore. Et ça, c'est un jeu payant qui s'appelle Diluvium Ultra, sur Ultra, qui coûte 10 €, qui n'est pas un jeu Web3. Le réel intérêt d'Ultra, bah, c'est sa blockchain aussi, Nesis. Tu dis, il y a le mode compétition, c'est vrai que c'est un vrai plus. Mais non, il y a la couche blockchain avec pas mal d'outils pour les développeurs quand même. Il n'y a que moi qui ai plus d'images, je pense qu'il n'y a que toi, Deep Tip. Mets un coup de F5. Swagget qui me dit, dis-moi quand j'y pense, vous n'avez pas d'article sur les Relil, par exemple, PSP... Non, on n'a pas d'article là-dessus, c'est vrai. On n'en a pas, je te l'accorde. Si vous avez quelques questions, les copains, n'hésitez pas. Je reprends mes notes. Et moi, j'ai fait le tour à peu près. Hein. J'ai fait le tour à peu près de mes notes. Parce que d'habitude, je le fais avec Picsou. Donc, ça dure 1h30, 2 heures. Donc, si vous avez quelques questions, je les prends. Sinon, je vais couper. Je vais faire un format plus court, exceptionnellement, pour cette masterclass. Qui sera plus digeste sur YouTube. Voilà. Je me permets en tout cas de vous faire la pub pour ma chaîne perso. Et pour la chaîne de Coin Academy. Où on est à une vidéo par jour. Et on va avoir des petites interviews sympas qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Pourquoi il y a des tournois Valo sur Ultra et pas des tournois LoL? Bon, ça, il n'y a pas de raison particulière à ça. Hein. C'est peut-être que les gens qui organisent les tournois jouent à Valo et pas à LoL. Le prochain x1000. On me pose beaucoup cette question. Hein. Je pense qu'il faut regarder du côté des low-cap. Il y a moyen qu'il y ait quelques low-cap avec du potentiel, mais c'est toujours pareil. Tu paries un tout petit pourcentage de ton capital parce que ça peut aller à 0 comme ça peut faire x50 ou x100. Là-dessus, pas de doute. On n'a pas trop de nouvelles d'Aptos et de Sui hein, d'ailleurs. Hein. On a Caspa qui continue de faire une belle perf, Injective aussi. Bref, tout ce qui est... en fait, les vrais narratifs que je vois, moi... Les vrais narratifs que je vois... Alors, moi, personnellement, le Gaming Web 3, je le surveille, mais les investissements Gaming Web 3 ne sont pas rentables pour beaucoup. Donc, méfiez-vous pour le moment. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche aux investisseurs. Peut-être que ça changera, mais n'essayez jamais d'être contre le marché, sauf si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites, parce que généralement, ça ne paie pas. Le marché, vous le suivez ou vous le subissez. Ensuite, donc j'ai fait une vidéo sur les différents DEX, pardon. Drôle de lapsus. DEX de l'écosystème. Il n'y a pas que DYDX et GMX, il y en a plein. Des trucs très sympas. Je vous les note dans une documentation d'ailleurs. On a Hyperliquid qu'on voyait tout à l'heure. On a Aevo, Apex Pro, Helix, Levana, HMX. D'ailleurs, c'est pas HNX, c'est HMX. Voilà. Les crypto-intelligence artificielle à surveiller parce que tôt ou tard, on sait que ça a donné quelque chose, mais pour le moment, c'est un peu léger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent BitTensor, mais pour le moment, j'ai pas pu tester les produits, donc je peux pas trop vous dire. Pareil pour FetchAI, c'était pas trop ça, quoi. La DeFi qui est en train de se moderniser, donc surveillez la DeFi naturellement. On me dit dans le chat, Capet avec la loi influenceur, qu'est-ce que les influenceurs peuvent promouvoir maintenant? Alors, qu'est-ce que les influenceurs ne peuvent pas promouvoir n'importe comment? Ce qu'ils peuvent pas promouvoir n'importe comment, c'est tout ce qui est... attends, je mets un petit background Bitcoin. C'est tout ce qui est exchange, donc achat, revente, etc. de crypto.
si l'exchange n'est pas PSAN. Si l'exchange est décentralisé, ils peuvent. Donc nous, ce qu'on a fait avec DYDX, c'est bon. Pour ce qui est de NFT, il y a un flou juridique, donc pour le moment, il n'y a rien. Par contre, il va y avoir une loi bientôt qui s'appelle la loi Sorare pour une certaine classification de projets. C'est tout ce qui va être Sorare, Ovaly, Yadec, etc. Des projets où en fait tu vas investir sur des personnalités qui aura une valeur monétaire et derrière tu auras un jeu de fantasy. Généralement, c'est des plateformes qui acceptent du fiat, qui ne faisaient pas de KYC. Et donc le problème, c'est que ça peut s'apparenter à des plateformes qu'on connaît très bien. Et donc ils veulent lutter d'une contre le blanchiment d'argent, bon, argument classique, mais aussi lutter contre les mineurs, donc les moins de 18 ans, qui vont sur ces plateformes-là. C'est pour ça qu'ils vont imposer un KYC dessus. Mis à part ça, flou juridique sur tout ce qui est play to earn, NFT, etc. C'est quoi la proposition de Toncoin top 11? Toncoin, on avait fait une analyse dessus. Toncoin. Bah en fait, à la base, c'est un projet qui était lié à Telegram, la plateforme de messagerie, avec une ICO qui avait levé un pognon monstre. Ils voulaient faire un peu l'internet de la blockchain, tu vois, bon, un peu buzzword. Au final, c'est un projet qui a été repris par la communauté et ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, hein, où tu as un layer 1 principal avec différents sous-réseaux, un peu à la Avalanche en fait. Donc un scaling pseudo-infini avec un block time assez court, mais quand même plus long que celui d'Avalanche. Et après, moi ça m'a pas fait bander plus que ça, hein, je te dis honnêtement. Et puis si tu vas sur Défilama Toncoin, ben il n'y a pas de TVL je crois. Hein. Ouais, c'est un néant absolu, il se passe rien quoi. Voilà, t'as du liquid staking, t'as un DEX, fin du game, personne n'utilise. Donc la capitalisation pour moi elle est complètement aberrante. Je sais pas ce qu'il fout là en 11ème, hein. Je te le dis sincèrement. Hein. Si ce n'est que ça a été overhype au début, mais je comprends pas pourquoi ça va pas plus bas. Peut-être que ça viendra, je sais pas. Peut-être rater quelque chose, hein, mais incompréhensible pour le coup. Ah, comme on level up sur les défis, ça vient petit à petit, mais il faudrait que j'ai plus de potes qui font que de la DeFi et qui m'en parlent. En vrai, j'en ai un qui en fait beaucoup et j'en parle jamais avec lui. J'ai pas encore été excité sur les protocoles DeFi. En gros, il faudrait que je gagne des sous dessus ou qu'il y ait vraiment une narrative qui me parle à mort pour que je fasse que ça, tu vois. Ça vaut moins que Chainlink. Ouais, c'est clair. On a un drôle de top quand même, hein, où Litecoin et Bitcoin Cash sont toujours là. Après, ouais, il y a la commu asiatique peut-être sur Toncoin, mais bon. Clayton aussi, et Clayton, il est pas 11ème, tu vois. Il est 100ème. Après, c'est très sud-coréen, Clayton. Hein. Il a pris cher, d'ailleurs. Radiant, c'est pas un truc qui se mine, ça? C'est un truc de DeFi, non? Je regarde vite fait. Interest. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est des trucs... faudrait que je regarde. Looping APR. Je pense que t'augmentes ton niveau de risque, mais t'as beaucoup plus à manger, c'est ça? Ah non, mais Chainlink, j'en ai pas à parler en mal, hein, Nésis. Hein. Y a pas de souci. Bref. Écoutez, moi, je vois pas de... top question, donc je vous propose d'arrêter l'émission là-dessus, les potes. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vais raid Asher, parce que je crois qu'il est en live. Donc je vais vous rediriger chez lui, et puis on se retrouve très vite sur YouTube, bien entendu. En attendant, passez une bonne soirée chez Asher. Bis tout le monde, et merci pour les subs.